arrive, boum, il y a Serena Williams qui joue. À un moment, elle est en train de courir pour taper une balle, mais elle tombe, se casse la figure, la terre battue, partout, etc. Et là, t'entends tout le stade. Ça commence à se calmer, et moi, je crie en anglais. J'avoue que j'étais à un moment où je bossais énormément, je pensais que j'étais un peu stressé et tout. Il suffit de un hobby et quelques potes, et ta semaine elle est remplie, t'as même plus de temps pour ton projet. Il y a des mois comme ça où tu vas avoir 5-6 obstacles pendant le même mois. Je suis à un changement d'algorithme sur les réseaux de devoir tout changer. En sortant d'études, j'ai eu un job et le soir je bossais sur mes projets parce que je me disais, c'est là ma fenêtre. Pendant des années, j'ai créé dans mon coin et j'ai laissé les bonnes personnes venir à moi. Je lui ai dit, prends-moi sur un photoshoot simple pour la première fois. Et ben il m'a amené sur le Media Day PSG. Et il y a Di Maria qui arrive et le traducteur espagnol, il est pas là. Qui parle espagnol? Bah moi. Du coup, je me retrouve à parler espagnol avec lui. Je me suis dit, t'as un objectif, je suis entrepreneur, je serai entrepreneur. Soit tu vis ta vie selon tes règles, soit tu vas devoir obéir aux règles de quelqu'un d'autre. Pour moi, le plus important pour arriver à l'aise sur une prestation, c'est connaître son process de A à Z. J'ai pas peur de me pousser dans mes retranchements, pousser dans ma fatigue. C'est l'inconnu, c'est l'aventure tous les jours, c'est nouveau, tous les jours tu dois te remettre en question. Peut-être, je pense que le plus important pour un entrepreneur jeune qui démarre, c'est l'agilité. Salut Samy, tu inaugures notre podcast pour le club des entrepreneurs de la Sorbonne. C'est des étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer. Je t'ai invité parce que tu es un entrepreneur, tu as monté ta boîte. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi, c'est Samy, je fais des vidéos sur Internet depuis 2016, je vous laisse faire le calcul, et j'ai toujours aimé le sport et c'est vers ça que je gravite. Du coup, je me définis comme un créateur de sport, avec comme nom Unseen Samy, parce que ma baseline, c'est je te montre le monde du sport comme tu ne l'as jamais vu. Okay. Et à travers ça, je crée des formats plus ou moins longs pour différents réseaux sociaux, avec différents partenaires. Et ça fait maintenant 8 ans que je fais ça et c'est bien cool. Est-ce que tu te rappelles de ta première vidéo? Oui, je me rappelle de ma première vidéo qui a été postée, mais ça a été un projet que j'ai dû beaucoup changer. Okay. Je voulais me filmer faire du foot américain et je voulais parler un petit peu de ma chaîne pour raconter ce que je comptais faire sur ma chaîne YouTube pour la première vidéo. Okay. Et j'ai pas fait d'école de cinéma moi, donc j'ai filmé avec une GoPro, j'ai filmé moi qui fais des trucs, ensuite j'ai filmé moi qui parle face à la caméra. Et je ne savais pas qu'une GoPro, ça a une coque waterproof, et donc le son ne rentre pas. Donc du coup, j'ai juste mis des actions de foot américain. Donc c'était ma première vidéo. Ok, très cool. Ouais. Est-ce que tu as quand même fait une école de commerce, tu as fait l'IESEG, tu as fait une formation en gestion, relations internationales? J'ai un master en data science. Okay. Exactement. Un master que je n'ai jamais utilisé de ma vie. J'ai mangé beaucoup de data sur mon master, mais derrière, en effet, je suis arrivé le jour de mon oral de master avec des trépieds et des caméras parce que je commençais déjà à faire des vidéos. Très cool. Et est-ce que quand tu étais étudiant, tu t'es dit je vais être entrepreneur, je vais me lancer, j'ai pas peur et je vais réussir? Oui, je me suis toujours dit que j'allais me lancer et quand j'étais étudiant, ça c'est pas un conseil que je donne à tous les étudiants, donc si vous êtes étudiant, écoutez pas forcément ce que je dis. Quand j'ai commencé les études, le premier jour en fait, il y a eu c'est pas le forum des associations, mais en tout cas il y a eu quelques assos qui sont passés, venir pitcher ce qu'ils font et salut si vous voulez nous rejoindre, c'est tel moment les recrutements. Et moi j'étais en mode mais pourquoi je bosserais pour quelqu'un d'autre déjà, tu vois, j'avais déjà cette approche entrepreneuriale. Et je me disais, mais ils vont cramer du temps pour bosser pour quelque chose d'autre que eux. Ils sont trop bêtes. Genre vraiment, moi, dans ma première année, j'étais comme ça. Ils sont trop bêtes, ils vont cramer du temps pour bosser sur autre chose. Aujourd'hui, je prends du recul, je vois que le travail associatif, c'est une rampe de lancement pour le monde du travail, etc. C'est hyper intéressant. C'est juste que je n'avais pas la maturité et j'étais formaté comme un entrepreneur. Je voulais bosser sur mon projet. Je ne comprenais pas pourquoi je bosserais sur autre chose que mon projet. Donc, j'avais déjà cette fibre. Ok. Dans tes sections sur YouTube, sur LinkedIn, tu as mis dans à propos de moi, j'ai fait rire Serena Williams. Si tu peux nous raconter? J'adore. Ça veut dire que tu as fait ton taf. À chaque fois qu'on m'invite sur un podcast, si on ne me pose pas la question sur Serena Williams, c'est que les gens n'ont pas fait leur taf. Donc, bravo. J'ai fait rire Serena Williams. C'était même pas au cours d'une de mes vidéos ou un truc. Mon frère bossait, un de ses clients était partenaire de Roland Garros. Ils avaient des accès. Il est venu avec 2 places avec moi. On ne savait même pas qui on allait voir. À Roland Garros, t'es pas au courant de qui tu vas voir. Et bon, c'était l'année où elle revenait de sa grossesse. Donc tout le monde espérait voir Serena Williams. Nous, on arrive, boum, il y a Serena Williams qui joue. Et c'était marrant parce que, quoi qu'elle fasse,
Tout le monde l'applaudissait à ce moment-là. Elle revient de grossesse, t'es la meilleure, Serena. Il y a tout le monde qui... Et moi, j'ai envie d'avoir son attention, mais je veux pas... Tu vois, elle est en train de défoncer une pauvre nana qui est au fin fond du classement. C'est le premier tour. Il y a tout le monde qui l'applaudit, quoi qu'elle fasse, mais il n'y a pas de mérite. Et je me dis, il faut que je trouve un moyen, À un moment, elle est en train de courir et pour taper une balle. Elle tape la balle, mais elle tombe, se casse la figure, la terre battue, partout, etc. Et là, t'entends tout le stade. Oh là là. Moi, déjà, dans ma tête, oh, c'est bon, elle est tombée sur la terre battue, les gars, calmez-vous. Et je fais, oh là, il y a un truc. Parce que je sais que quoi qu'elle fasse, ils applaudissent. Donc, je sais, elle va se relever, tout le monde va applaudir. Je me suis dit que quand les gens arrêtent d'applaudir, je hurle un truc. Ça applaudit. Et je sais, j'attends ce moment. Parce que personne crie au tennis. Ça commence à se calmer. Et moi, je crie en anglais, It's okay, Serena, you still look great. Genre, t'inquiète, Serena, t'es toujours bégette. Et à ce moment-là, il y a tout le monde qui rigole un petit peu. Et surtout, je la vois, elle est de dos en train de repartir dans sa position. Elle hausse les épaules, mais en mode elle est en train de rigoler, elle se retourne et elle pointe vers moi. Et si tu googles It's okay, Serena, you still look great, tu vois les articles de tous les gens, tous les journalistes qui ont fait leurs petits articles de la journée. Ils ont tous copié-collé la même ligne. Ah, il y a eu un mec qui a dit ça et ça en a Ah ouais, donc déjà tu t'es fait remarquer. Ouais, ça te fait une histoire de plus à raconter à tes repas de famille. Exactement. Mes repas de famille, ils s'en foutent un peu de ça, mais ouais, ça fait au moins un TikTok à raconter, j'étais content. Je parle de tes repas de famille parce que tu disais que tu as appris à faire ce storytelling vertical parce que tu voulais attirer l'attention et garder l'attention de tout le monde autour de la table. Un entrepreneur, quand il doit pitcher son projet, il doit expliquer sa boîte. Toi, c'est quoi tes conseils pour apprendre à pitcher et garder l'attention et surtout aller droit au but pour un entrepreneur? Écoute, on a fait un cours là-dessus avec mon pote Gauthier Loco à HEC. Ça s'appelait exactement How to Pitch Ideas. Il m'a dit, écoute, je fais un cours de pitch, j'aime bien comment tu bosses, viens les aider. On leur a donné des conseils sur toute une journée. Alors, j'essaie de le condenser en si peu de temps. C'est faire comprendre le concept très très simplement, comment simplifier un concept le plus facilement possible, étudier ton audience, qui est ton audience et comment lui faire comprendre quelque chose. Je suis désolé Gauthier, si tu vois cette vidéo, je te pique l'exercice que tu leur as donné à HEC. Il faisait piquer dans un chapeau puis un autre une personnalité de l'histoire du monde et un concept. Et donc tu te retrouvais avec des étudiants qui devaient expliquer ce que c'est Tinder à Staline, tu vois. Et ça te fait te remettre en question complètement ce que tu vas lui dire. Si c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé déjà, il faut lui expliquer ce que c'est qu'Internet, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est étudier qui est la personne, étudier quel est le concept que tu veux lui expliquer. Aller à la base, quoi. Aller à la base, raconter avec une bonne accroche qui va inciter l'intérêt. Ouais. Ne jamais répondre à toutes les questions, toujours garder une petite question ou un petit doute avec la personne qui fait qu'elle reste avec toi. Quand je dis étudier la personne, c'est est-ce que tu es un entrepreneur qui pitch devant des financiers, des banquiers qui vont demander à avoir ton plan financier sur 3 ans, ou alors tu pitches à des venture capitalistes un petit peu foufous qui n'ont pas peur d'investir sur des projets. Le public est différent, donc ton message est différent. Okay. Après, voilà, une accroche, toujours garder attention, ne jamais répondre à toutes les questions, garder un petit peu de tension sur la route. Un dénouement, moi j'aime bien, mais ce n'est pas nécessaire, un dénouement qui referme le questionnement du tout début. Si tu commences avec une question sur ton pitch, si tu commences avec une grande question, essaie de la fermer à la fin. Donc voilà. Ok, super. Beaucoup de choses. Ouais, bon conseil, c'est génial. Quand je t'ai rencontré, tu étais hyper réactif. Je t'ai vu au camp de basket de Yacine. Et donc là, tu as été hyper disponible. Quand je t'ai envoyé un message, je sais que tu as plein de projets qui arrivent, légers et tout ça. Comment tu fais pour t'organiser? Comment tu choisis tes projets quand on est entrepreneur et surtout quand on est seul? Au début, on est déjà comme toi. Comment on fait pour garder son périmètre et pas se laisser déconcentrer par toutes les options? Tu as envie de tout faire, tu peux pas tout faire. Déjà tu joues avec ton réseau, parce que toi je t'ai répondu, je suis désolé, vous à côté, je vous aurais pas répondu à vous, c'est la fille de Gilles, donc oui Gilles, j'ai passé un bon moment avec lui, tu joues là-dessus totalement, ouais. Et je donne le conseil à tous les entrepreneurs, hein, si tu as un avantage compétitif avec le lien que ton père peut te pousser, faut le prendre, faut pas avoir peur, il n'y a pas moins de noblesse. Ce podcast n'est pas moins bien parce que je connais ton père. Il faut pas hésiter à le prendre. Bien et sûr. Ça fait une bonne rencontre. Et aussi, rien que par nos messages, j'ai vu que tu étais sérieuse.
Sinon tranquillement, je me serais barré. Mais j'ai vu que tu étais sérieuse dans ta préparation. J'en ai des propositions de podcast assez souvent. Tu dois filtrer selon le moment actuel des choses, ce que tu as comme projet actuellement. Moi, je suis vraiment extrême. Donc, pour certains entrepreneurs, je vais être très extrême dans mon point de vue. Moi, là, je suis rentré dans un gros moment de ma vie où il y a beaucoup d'objectifs. Je suis un créateur sport, les marques commencent à bien m'aimer, les ligues commencent à bien m'aimer. Mon gros objectif, c'est Jeux Olympiques. Et j'ai trouvé le format qui me plaît, raconter mes histoires en format vertical de manière pertinente. Maintenant, à chaque fois que je fais une tâche qui est autre que faire ma vidéo verticale du prochain sujet, je suis en mode, est-ce que j'utilise mon temps pour mes meilleures ressources, pour mon meilleur skill set? Et en général, c'est non. Si ce n'est pas mes vidéos verticales, c'est non. Et je referme. Par exemple, là aujourd'hui, on est en train d'enregistrer cet échange en live pour mon Twitch. Je me dis tout le temps, il faudrait que je refasse des lives, j'aimerais bien animer. Ça, c'est une autre opportunité. Alors, tu appelles ça le live ou tu appelles ça n'importe quelle autre opportunité, des podcasts, des rencontres de networking, n'importe quoi. Il y a plein de fois où je me dis, tiens, il faudrait que. Mais moi, je suis extrême. Je reviens sur mon craft, c'est ça, c'est vidéo verticale. Okay. Chaque minute que je ne passe pas là-dessus, c'est une minute que je passe sur quelque chose où je suis moins bon, où je suis moins impactant. Donc, pour l'instant, jusqu'au JO, je suis assez extrême dans mon choix, dans comment je dédie mon temps. Ouais. Revenir à l'essentiel, c'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché. Et je reste concentré sur ce que j'ai déjà fait. C'est ce que je dis à beaucoup d'entrepreneurs qui lancent leur projet. Pour moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lancent un projet et puis tiens, on pourrait faire ça, tiens, on pourrait faire ça, tiens, on pourrait faire ça. En entrepreneuriat, vous apprenez le concept de MVP, le Most Valuable Product. La chose de base que tu vends aujourd'hui, c'est quoi? Et il faut focuser sur ce produit, tu en fais le meilleur produit possible. Et plus tard, quand tu seras entouré, quand tu auras une équipe, peut-être tu feras autre chose. Okay. C'est pour ça, moi, je pense vraiment à ça. Aujourd'hui, je suis majoritairement seul. Mon MVP, c'est mes vidéos et je vais polir ce produit au maximum. Plus tard, quand je serai entouré, peut-être que j'aurai un podcast, peut-être que j'aurai des gens autour de moi pour m'aider. Ouais, voilà. C'est quoi tes conseils pour aller, pour pas perdre de temps et rencontrer les bonnes personnes, tu vois, identifier tout de suite, pas se faire trop influencer, parce que souvent on est dans des endroits, on va rencontrer 1000 personnes, mais on ne sait pas quelle est la bonne à la fin. Ouais, je sais pas si je suis le bon conseil pour ça, parce que moi j'ai la casquette de créateur et pendant des années j'ai créé dans mon coin et j'ai laissé les bonnes personnes venir à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je respecte énormément d'autres entrepreneurs, des amis à moi qui étaient en école de commerce ou autre chose, qui vont aller dans des événements de networking, qui vont rencontrer du monde, qui vont ceci, qui vont cela, mais je ne sais pas si je suis le meilleur pour donner des conseils là-dessus parce que je ne suis pas cette personne. J'ai attendu que les gens viennent vers moi et ensuite j'ai fait le filtre. Derrière, c'était mon instinct, savoir avec qui je m'entends, savoir avec qui j'ai moins le feeling. Et encore une fois, je reviens à mon produit à moi. Mon produit à moi, c'est ces vidéos verticales. Est-ce qu'en collaborant avec telle personne, est-ce qu'en rencontrant telle personne, je peux l'aider avec mon produit à moi? Oui, non. Et est-ce que lui, il profite de moi d'une certaine manière? Est-ce que l'échange est plutôt valable? Ouais, bossons ensemble. Après, ça dépend aussi. Les très jeunes entrepreneurs, je vous dis aussi, tu peux moins valoriser ton temps parce que c'est ce que tu as quand tu démarres. Quand tu démarres, tu vas faire des choses pour plein de personnes. J'ai fait des vidéos pour X et Y personnes quand j'avais du temps à cramer, pour me donner les répétitions, pour me donner l'habitude de le faire, pour me donner des occasions de rencontrer. Et parfois ça paye, parfois ça paye pas. Mais quand tu es jeune, tu as plus de temps à tuer. Tu vois. Et justement, l'épuisement professionnel, c'est un phénomène qui est réel. C'est peut-être un manque d'organisation. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à ça ou tu as déjà senti ce besoin de faire une pause ou tu t'es dit ok, là, je m'éparpille trop, il faut que je me reconcentre. Comment éviter cet épuisement Alors, j'ai une bonne histoire là-dessus sur le camp de basket qu'on a vécu cet été. Donc, je filmais des athlètes pros et parmi tous les ateliers, il y avait Julien qui gérait le côté cognitif des athlètes. Et je t'avoue que j'étais à un moment où je bossais énormément, je pensais que j'étais un peu stressé et tout. Et Julien, il m'a dit non mais trop bien, j'ai tout un système pour tester, un casque qui va mesurer alors je ne saurais pas bien l'expliquer comme lui, mais qui va mesurer scientifiquement ce qui se passe dans ton cerveau et on va sortir après 48 heures des datas sur ton stress, ton surmenage, ceci, cela. Et il m'a dit ça c'est bien parce que tu as plein de gens qui se convainquent d'être stressés, mais quand tu fais face à la réalité, quand tu te fais analyser, tu vois vraiment les chiffres, si oui ou non. Dans mon cas, c'était non. Je ne pensais pas être stressé, je ne pensais pas être surmené, mais
j'étais intéressé de le savoir. C'était cool de le voir que je ne l'étais pas. Tu t'es bien analysé. Ouais, je me suis bien analysé, j'ai bien mis le casque. C'était cool d'avoir de la data là-dessus. Donc déjà, je donne le conseil de, si tu te sens surmené, c'est que tu l'es sûrement. Mais va quand même voir un docteur, consulte, fais attention à toi. Ouais. Ça, c'est la première étape. Derrière, voilà, au sujet de l'organisation, des opportunités, il y en a plein. Je reviens encore à polir le produit, le service que tu proposes. Si aujourd'hui, toi, ton produit, c'est ce podcast, imaginons, dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu ne me l'as pas présenté comme ça, mais me dire, Samy, si tu viens sur notre podcast, ça va être distribué sur tous les réseaux de la Sorbonne et peut-être qu'on recherche des entrepreneurs pour venir donner des cours à l'année et ça peut te faire rentrer dans tel réseau d'entrepreneurs. Ah ouais, tu me proposes de la valeur. Moi, je suis convaincu je suis convaincu surtout pour les jeunes entrepreneurs, surtout ceux qui sont encore en études. Tu as une fenêtre de tir de 20 à 30 ans qui est très bonne à prendre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas entreprendre après 30 ans. C'est pas du tout. Mais tu as une fenêtre de tir entre 20 et 30 ans. Si tu as la chance d'être en études et avoir un peu de temps à côté, c'est rare d'avoir du temps à côté après que tu sors des études. Après que tu sors des études, très rapidement, tu as un job, tu as peut-être une vie sentimentale. Il suffit de un hobby et quelques potes et ta semaine, elle est remplie. Tu n'as même plus de temps pour ton projet. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de me pousser dans mes retranchements, pousser dans ma fatigue, dans cette jeunesse, dans cette fenêtre de tir que j'ai. En sortant d'études, j'ai eu un job, j'ai bossé, j'ai fait des vidéos pour une entreprise et le soir, je bossais sur mes projets parce que je me disais, c'est là ma fenêtre et il faut que je réussisse à créer mon produit et que mon produit soit assez bon pour pouvoir être entrepreneur, vivre de mon propre produit. Mais cette fenêtre, il faut en profiter, quoi. Ok, donc tu as fait des concessions. Ah oui, j'ai clairement fait des concessions. Clairement, ma vie sociale, elle en a pris. Pour moi, il faut en faire. Pour moi, tu es obligé de faire des concessions sur ta vie professionnelle si tu veux être entrepreneur parce que c'est l'inconnu, c'est l'aventure. Tous les jours, c'est nouveau. Tous les jours, tu dois te remettre en question. Peut-être que tu dois shifter après 6 mois. Par exemple, je te dis, aujourd'hui, j'ai mon produit de mes vidéos, elle marche comme ça. Je suis à un changement d'algorithme sur les réseaux de devoir tout changer. Et oui, c'est obligé que tu mets des concessions. Mais il y a tous les bons côtés. Il y a tous les bons côtés qui font que les concessions, pour moi, elles valent le coup. Surtout quand c'est une passion comme toi. Exactement. C'est quoi ta routine type? Nous, on aime bien savoir, en fait, il se passe quoi dans les backstage, derrière les vidéos? Je me lève à 5h du matin, je prends un bain froid. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, c'est faux. Ça, c'est les mecs de LinkedIn qui essaient de vous vendre des formations. J'ai un peu honte parce que c'était un sujet que j'avais traité en live depuis un moment. Je pense que j'ai eu une fenêtre parmi ma fenêtre de tir 20-30 ans, j'ai eu ma fenêtre 20-25 ans où je pouvais me lever et bosser des heures comme pas possible et être abandonné à mon travail. Et j'ai la fenêtre actuelle où je ne peux pas me concentrer plus de 4 heures. Véritablement, je ne peux plus me concentrer plus de 4 heures devant un écran. Mon conseil, c'est de voir du monde sortir parce que très vite, ça peut être dur. Il y a des mois comme ça où tu vas avoir 5-6 obstacles pendant le même mois. Il faut voir du monde, c'est important. Ouais. Se programmer, rien que mentalement, ça fait du bien de se dire, ok, demain, bon, je travaille, mais demain, j'ai cette pause-là. Exactement. Toi, tu as compris, tu l'as appris ou Il y a des moments où je le comprends mieux que d'autres. Il y a des moments où je m'enferme à fond et je bosse comme pas possible. Et il y a des moments où je vois beaucoup plus de monde, mais je le sens selon mon flux de travail, selon ma capacité à travailler aussi. Par exemple, hier, je m'en suis voulu. Tu vois, hier, pendant toute la journée, je me disais, il faut que je fasse ces tâches, il faut que je fasse ces tâches. J'arrivais pas à me mettre devant. Et à 21h, en 2 heures, j'ai plié le truc parce que j'étais complètement focus et tout était bien. J'aurais préféré être intentionnel pendant toute la journée, aller voir des potes, boire des coups, me rafraîchir la mémoire et prendre ces 2 heures plus tard. Mais c'est dur d'être intentionnel là-dessus. C'est normal c'est normal d'avoir du mal à jauger ça. En tout cas, c'est dur de planifier pour un entrepreneur. Parce que tu as toujours ton projet en tête, tu es toujours en mode il faut que je passe du temps là-dessus, il faut que je passe du temps là-dessus. Mais j'encourage au moins de se dire, ok, au moins une fois par mois, je prends ma journée où je vais aller rencontrer du monde, voir d'autres projets. Même moi, un truc qui me réinspire énormément, c'est aller parler d'autres projets à d'autres gens. Pas parler de mon truc, aller voir d'autres gens, parler de leurs projets. Des fois, ça me donne des idées. Ouais, ça te refait naître tes idées. J'adore faire ça. Est-ce que tu te consacres des temps où tu veux faire naître des idées, là vraiment tu te dis ok là il faut que j'innove, il faut que je trouve quelque chose d'autre, ou ça vient assez naturellement, ou vraiment tu te mets des plages horaires où tu te dis ok là je me laisse gamberger et après j'arrête et
je souffle. Je pense que ça dépend des gens, de l'entrepreneur en particulier. Okay. Tu as des entrepreneurs qui ont besoin de s'asseoir sur un banc, avoir un cahier, écrire ce qui leur passe par la tête, le concept de journal où tu sors ce qu'il y a de ta tête. Il y en a pour qui c'est très important. Moi, je l'ai testé. Il y avait un moment où je pensais que c'était ça pour moi. C'était hyper douloureux pour moi de faire ça. Parce que je me donnais 1000 idées et j'en choisissais aucune, tu vois. Et moi, mon process créatif de trouver des idées, c'est plutôt, j'ai une idée, je sors, je vais la tester tout de suite, je vais l'essayer tout de suite. Et il y a plein d'entrepreneurs pour qui c'est aussi comme ça. Je me rappelle de l'histoire de Airbnb, ils avaient une idée pour avoir le financement de leur projet. C'était pendant la période des élections présidentielles. Ouais. Ils ont fait des céréales avec l'effigie de chacun des candidats et ils les ont vendues en ligne. Mais littéralement, c'était des céréales qu'ils achetaient à Walmart. Ils avaient fait couper des cartons et ils l'ont fait. Et ça, leur idée leur est venue, le soir même, c'était fait. Et ça, moi, je suis plutôt comme ça. Je suis plutôt comme ça. Il y a d'autres gens, ils ont besoin de s'asseoir, écrire et penser. Il n'y a pas de bonne mauvaise manière. Il faut juste savoir quitter. J'ai une petite question. Quand on est jeune, on a du mal à se connaître, on a du mal à s'évaluer. On ne se connaît pas trop, on ne sait pas trop ce qu'on vaut. Ouais. Est-ce que toi, tu connais tes principaux traits de caractère qui t'ont fait réussir et qui te tirent encore maintenant, même quand tu as besoin de te reconcentrer, d'aller trouver de nouveaux objectifs? Est-ce que tu te connais? Ouais, très bonne question. Je pense que c'est hyper important de se connaître en tant qu'entrepreneur, en tant qu'étudiant, en tant que comment tu es, quelle personne tu es. Et ça, c'est un exercice qui est dur. C'est les années d'expérience, de vie. Hein. Je ne parle pas d'entrepreneuriat, je parle de la vie en général. Je pense que les meilleurs amis et la famille sont là aussi pour ça. Avoir une discussion hyper honnête avec papa, maman, c'est un petit peu différent parce que papa, maman, ils te regardent avec les yeux de l'amour. Ouais. Mais ton frère, ta soeur qui n'a pas peur de te dire ton truc, tes cousins qui va te dire si t'es un con ou si t'es pas un con, ces gens, ou les potes, c'est très bien parce qu'ils sont directs, les copains. Et avoir une discussion de ok, j'ai besoin de vous, c'est quoi mes 10 qualités, c'est quoi mes 10 défauts. Toi, tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait parce que moi, je pense vraiment que depuis très jeune, je sais qui je suis. Je suis un fonceur, je suis un créateur, je veux partager. Je savais que YouTube ou en tout cas Internet, c'est quelque chose c'est quelque chose que je voulais. Je savais que je voulais traiter du sport. Alors au début, sur mes réseaux, je traitais de l'actualité. Très vite, je me suis rendu compte que ce n'est pas l'actualité. Mais voilà, je me connais. Et puis je suis obstiné, ça je le sais depuis que je suis gamin. Je suis compétitif, je le sais depuis que je suis gamin. Ça, j'ai juste tout pris des atouts que j'ai dans mon bag et je me suis dit ça mène à quoi? Oui, c'est YouTube, c'est Internet, c'est là-dessus. Donc je pense que alors je le dis avec le recul parce que maintenant je sais qui je suis, peut-être que c'est dur pour d'autres gens, mais il faut réussir à se voir d'une manière, d'un point de vue d'une troisième personne. Qu'est-ce que tu fais depuis que tu es gamin? Qu'est-ce qui fait que tu es toi-même? Qu'est-ce qui fait que tu agis toujours comme ça? Qu'est-ce qui fait surtout que tu réagis quand tu as une situation? Pourquoi tu réagis toujours de la même chose? Moi, je vais dans le deep, je te parle de situation amoureuse, tu vois. Dès que ça se passe mal avec une nana, je sais que je suis formaté en mode écoute, je lâche tout, je retourne faire mes vidéos. Parce que je suis obstiné par ce truc. Mais après, savoir comment tu réagis. Pourquoi quand ça va mal, je fais ça? C'est très important de se dire pourquoi quand ça va mal, je fais ça. Parce que c'est facile de se connaître quand tout va bien. Ouais. Quand tout va bien, oui, je fais ça parce que je fais ça. Non, quand ça va mal, quand il y a un truc qui ne va pas, pourquoi je vais là-dedans? Ouais. C'est là où c'est douloureux de faire la recherche, etc. Mais je pense que tu découvres beaucoup plus en regardant dans ce module comme ça. Et ouais, c'est comme ça que j'ai su que j'étais obstiné. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu es quand même un passionné. Tu as commencé tes vidéos, tu n'as rien voulu savoir, tu voulais foncer, faire ton truc. Et je vais te poser une question, quand même, tous les entrepreneurs, on se lance et on se dit mais comment on va gagner notre vie? On nous parle de business model à l'école. Et toi, comment tu gagnes ta vie? Et à quel moment tu t'es dit ok, là, ma passion, si je veux continuer, il faut que ça me rapporte des sous? Moi, j'ai la chance d'être sur un métier créatif. Donc, je me suis dit simplement, tu vas créer tes réseaux, tu vas créer Internet, tu vas créer ton entreprise. À côté, tant que tu ne fais pas de sous, tu vas avoir un job et tu vas bosser à côté. Donc, j'ai pris un CDI. Et c'est ce que je recommande à beaucoup d'entrepreneurs, d'avoir un job dans le domaine qui touche ce que vous voulez créer. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à sortir des sous de la part de ton projet,
Tu trouves un job. Et ce qui est génial du fait d'avoir ton projet d'un côté, c'est qu'en entretien d'embauche, tu peux avoir un job beaucoup plus quali parce que tu as déjà prouvé. J'entreprends dans ce domaine, je suis dans ce domaine. Je ne suis pas juste diplômé, il se trouve que je suis là. Non, 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 j'entreprends dans ce domaine. Et même en entretien d'embauche, c'est encore plus fort. Ce que je disais à mon premier entretien d'embauche, il me disait, mais Samy, tu entreprends là-dedans. Enfin, genre, tu vas nous quitter quand ça marchera. Oui, oui, je vais vous quitter. Totalement, je vais vous quitter. Mais en attendant, je suis le meilleur candidat parce que je bosse déjà à côté. Je vais tout donner pour que ça marche avec vous parce que je veux que ça marche de l'autre côté. Donc voilà, moi, je donne ce conseil de n'hésite pas à prendre un job. Et donc moi, ça a été par 2 étapes. Ça a été d'abord un job. Ensuite, je continuais ce que je faisais sur les réseaux. Mais au milieu de tout ça, je prenais des clients en vidéo pour qui je faisais des vidéos qui n'avaient rien à voir avec le sport, rien à voir avec rien du tout. Et je commençais à créer une base de clients en freelance, en auto-entreprise. Et donc, j'ai pu quitter le job et passer à l'auto-entreprise. J'avais mes clients, je commençais à bosser avec des clients à droite à gauche. Et ça commence à te libérer un peu de temps. Et tranquillement, tu vois ça comme un sablier. Ton temps, il est là-dedans sur ton job, là-dedans sur ton projet. Ensuite, quand tu passes en indépendant, tu peux monter un petit peu plus. Et là, je suis à 90-10 sur mes projets et un petit peu de freelance à côté. Ah, t'as gardé Et ça. oui, j'ai gardé ça, non pas pour le revenu, mais plutôt pour me rafraîchir l'esprit. Et ouais. Et c'est marrant parce que année après année, je gardais l'influence, entre guillemets, quand je dis influence, c'est mes histoires de sport que je raconte. Je gardais ça pour me rafraîchir l'esprit. Je bossais et ça, c'était pour me rafraîchir l'esprit, pas pour faire des sous. Et peu à peu, maintenant que ça prend de la place dans mes revenus, mes formats, ils sont de plus en plus chartés. Un vlog, c'est comme ça. Quand je montre un événement, c'est comme ça. Je prends de moins en moins de créativité dans mon entreprise. Et du coup, la créativité, elle va dans les projets que je fais pour des clients à côté. Je prends seulement des projets qui peuvent me rafraîchir. J'ai envie de faire un nouveau truc, un nouveau format, un nouveau délire. Je le prends là-dessus. Ouais, trop bien. C'est voilà. un super conseil de pouvoir se rafraîchir avec un autre projet à côté. Voilà. Pour moi, c'est dur pour un entrepreneur de se dire tu dois trouver un business model et dans 6 mois, tu dois faire de l'argent. Tu vois pas long terme. Tu vois pas long terme. C'est comme ça que beaucoup de boîtes créent une expertise, créent un produit, ils n'arrivent pas à vendre le produit et du jour au lendemain, ils deviennent boîte de formation ou boîte de conseil. Tu vois. Et c'est dommage parce que peut-être que tu as un super produit, mais comme il faut que tu monétises dans 6 mois, tu ne peux pas avoir une vraie vision long terme. C'est ce qui te rend dépendant de tes clients aussi. C'est ce qui te rend ultra dépendant. Ouais. Tu fais tes vidéos, tu as ton personal branding, tu as ta marque. Et si une entreprise, tu as bossé quand même pour 35 entreprises. Oui. C'est vrai que je les compte un jour. Ouais. C'est vrai que je les compte. Et s'il y en a un qui te dit non, en fait, moi je veux cette vidéo, tu vas dire non, qu'est-ce que tu vas faire s'il te demande de changer ton format. De toute façon, avec mes clients aujourd'hui, que ce soit sur les vidéos de sport avec des marques ou que ce soit sur du freelance où je n'apparais pas, c'est pas mon truc. Toutes les manières, ça c'est de la discussion au préalable. Okay. C'est de la discussion au préalable. Tu vas la communication, c'est hyper important. Et soit je m'adapte pas. Tu vois, maintenant, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent Samy, est-ce qu'on peut faire ça plus jeune, encore une fois, je vous donne le conseil. 20-25 ans, quand tu es en galère et que tu as besoin d'expérience et que tu as besoin de monde, oui, tu vas dire oui, tu vas t'adapter. Tu veux une vidéo de quoi? Ouais. Ma première vidéo où j'ai été payé, c'était une application pas ouf, mais bon, ils avaient besoin d'une vidéo, ils m'ont trouvé cool. Oui, je m'adapte complètement. C'est toi qui fais l'histoire, je raconte l'histoire que tu veux. Et tu t'adaptes de moins en moins quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais que ton produit a de la valeur. Comme une jeune entreprise. Je reprends là-dessus. J'ai un pote qui a lancé son restaurant. Ouais. Au début, on lui a proposé un food truck. C'est pas exactement ce qu'il voulait, mais si, t'y vas quand c'est un food truck. On lui a proposé de faire les cantines d'une fac ou un truc. Au début, c'est pas ce que tu veux, mais tu le fais. T'es dans le secteur. Plus tard, tranquillement, tu vas monter ta proposition de valeur, ton MVP à toi. Et là, tu peux rester sur ce que toi, tu voulais faire. Mais oui, il faut être flexible quand tu es jeune. C'est quoi tes principaux obstacles que tu as pu rencontrer jusque-là et comment tu les as surmontés? Mes principaux obstacles dans ma création, je pense, c'est l'accès dans le sujet des vidéos, c'est l'accès aux athlètes. C'est l'accès parce que c'est dur à avoir un athlète. Ça a un calendrier, ça doit s'entraîner, faire les soins, etc. C'est dur. Et comment je suis arrivé au-dessus? Avec de la créativité, où je me suis rendu compte que je raconte d'aussi bonnes histoires, que ce soit avec un athlète pro, ou que ce soit avec l'athlète du coin, ou que ce soit même avec l'ostéo du camp. Alors tu vois, ton père qui était l'ostéo du camp, on a fait une vidéo ensemble, il est un peu plus facile à avoir que le joueur pro qui est venu à son camp, qu'un timing. Et
j'ai revu mon produit. Si je vois ça au niveau d'une entreprise, j'ai revu mon produit. Est-ce que ça change quelque chose à mon produit si le protagoniste, on enlève athlète et on met quelqu'un qui touche le monde du sport? Bah, moi, la valeur la plus importante de mon MVP, de mon produit, c'est raconter une belle histoire. Que ce soit une histoire d'un athlète ou pas d'un athlète, ça ne change pas ma tour, ça ne change pas mon produit. Donc j'ai dit ok, vas-y, je teste ça. Et encore une fois, voilà, c'est pour ça que je reviens sur, il faut polir le produit que tu proposes quand tu es un entrepreneur. Il faut vraiment regarder le produit que tu as. Est-ce que tu peux changer ça? Est-ce que ça, c'est une valeur? Ça ne bougera jamais. Et quand tu trouves ce qui te va, l'équilibre qui te va, bah, là, tu peux avoir quelque chose que tu peux proposer à du monde. Innover, c'est tester. Exactement. C'est pas avoir peur. C'est exactement ça. Et c'est ce que les collaborateurs aiment bien avec moi. Aujourd'hui, je ne suis pas dépendant d'un gros athlète. Tu m'amènes sur Roland Garros, tu m'amènes sur. J'ai pas besoin d'avoir le grand athlète. Donc ça, c'était mon plus gros obstacle. Je l'ai contourné en soi. Ouais. Tu vois, mon plus gros obstacle, je l'ai contourné. Ouais, je pense qu'encore une fois, c'est de l'agilité. Je pense que le plus important pour un entrepreneur jeune qui démarre, c'est l'agilité. Okay. Après, quand tu pèses, tu peux être un petit peu plus chiant. Ouais. Non, je veux ça. Tu vois, j'ai commencé un petit peu à être un peu chiant. Maintenant, je suis arrivé à la phase où je peux être chiant. Ah ouais? Oui, genre à ça y est. Bah, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à on me fait venir sur un shooting avec un athlète, il fait son shooting photo des produits de l'année, etc. Bon, ils aimeraient bien une vidéo interview avec moi. Mais avant, je demandais même pas de créneau. Je disais, bah, amenez-moi, vous me donnez 5 minutes, je pose l'athlète. Mais le nombre de fois où je me retrouve avec l'athlète qui, bah, il a 5 minutes, mais c'était vraiment sur ces 5 minutes de pause. Donc l'athlète, ça le fait un peu chier. Il est fatigué de son tournage toute la journée. Et en fait, on lui gratte pas 5 minutes, on lui en gratte 15. Je me retrouve dans un setting qui n'est pas parfait, dans une mise en place pas parfaite. Bah, maintenant, voilà, je dis, non, ok, vous me prenez 1 heure. Vous me prenez 1 heure, je m'en fous, vous me prenez 1 heure. Bah, j'ai la capacité de dire ça aujourd'hui. Mais c'est des choses que tu ne peux pas dire au début. Ouais. Tu vois, tu t'adaptes. Et là, tes prochains projets, est-ce que dans ta tête, tu t'y penses beaucoup, tu t'organises à l'avance ou tu vas vraiment… Non, je m'organise quand même pas mal à l'avance. Pour moi, le plus important pour arriver à l'aise sur une prestation, qu'elle soit vidéo ou autre chose, bah, je parle prestation de service, c'est la préparation. C'est connaître son process de A à Z. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je suis en prestation, je suis si à l'aise. C'est parce qu'il y a eu 6 ans, il y a eu 6 ans au préalable d'expérience où je sais que quand j'arrive, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est quoi l'expérience qui t'a le plus appris? Où vraiment t'as fini? C'est une situation où tu t'es dit, ok, on l'a. Ok, c'est fort. Ouais. Bah, au final, c'est même pas mes tournages à moi. J'ai ma meilleure expérience qui m'a le plus professionnalisé, où maintenant je sais que je viens en tournage, je suis en maîtrise totale. J'ai un ami qui est photographe de sport, assez connu. Il fait des très grands athlètes. Il fait les photos, par exemple, pour Puma à l'année, quand il y a des campagnes avec Neymar. C'est lui qui fait les photos Et donc ça, c'est des tournages qui coûtent cher, qui ont beaucoup d'enjeux. C'est minuté à la seconde. Tu as des PowerPoint qui montrent l'athlète, il va de là à là. Il est 4 minutes avec toi et pas 5. Donc c'est minuté, tu vois. Et moi, je ne suis pas dans le monde de la photo, mais je lui ai dit, je veux participer, je veux voir ce que c'est que ce monde. Et me rendre compte ce que c'est que de venir sur un tournage, il y a 400 personnes sur un truc, chacun a son stand, chacun a son truc. Et quand l'athlète il arrive, tu as 60 photos à faire en 4 minutes, tu dois les faire, bah, ça montre la préparation de fou qu'il faut faire pour réussir à tirer le plus de ce temps. Et je pense que c'est ces expériences qui m'ont le plus marqué. La première que j'ai fait avec lui, c'est marrant, tu vois. Moi, je viens du monde de YouTube. Tu vois, je viens avec mes caméras, mon sac. Tu vois, je viens encore avec mon sac. Et lui, bah, c'est du monde de la prod, des vrais trépieds énormes, des mises en place de fou. Pour une photo, il va te développer 10 trépieds. Je lui ai dit, prends-moi sur un photoshoot simple pour la première fois, un truc où il n'y a pas la pression comme ça. Si je suis en train de galérer, en train de déplier un truc, tu peux venir m'aider, c'est pas la galère. Il me dit, t'inquiète. Et ben, il m'a amené sur le Media Day PSG où tu as 5 minutes par athlète et t'as pas le droit à l'erreur. Et on arrive le matin, on met tout en place. Déjà, on est un peu ric-rac. Et il y a Di Maria qui arrive et le traducteur espagnol, il est pas là. Et tu as quand même 5 minutes avec lui. Qui parle espagnol? Bah moi, du coup, bah, je me retrouve à parler espagnol avec lui. Et ça te montre comment être agile. Ça te montre comment être agile. Et il était stressé un peu, le photographe? Non. Lui, il a 15 ans d'expérience derrière lui. Ouais. Donc, il s'adapte. Il s'adapte, il fait son taf, il fait du mieux qu'il peut. Si c'est impossible, bah, il fait du mieux qu'il peut. Si c'est possible, bah, il fait.
Et bon, il a 15 ans d'expérience, donc voilà. Moi, Génial. aujourd'hui, j'en ai 7 dans mes vidéos, donc pareil. Je sais que je viens, je suis à l'aise, tu vois. Justement, tu as 7 ans d'expérience. Je sais que avant tes prochains projets, tu es dans une petite période de doute. Oui, oui. Mais c'est normal, je crois que les 10 premières. Enfin, tu arrives à une grosse période. Alors là, comment tu. Faut pas lâcher, faut rester motivé, faut continuer. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui, en plus, débute, de ne pas lâcher, de continuer, que c'est que le début, faut s'accrocher et des périodes dures. Toi, Alors, moi, je peux te dire ce que je me suis dit à moi, d'abord. Ensuite, je peux dire ce que je dirais à n'importe qui, parce que je suis plus dur avec moi-même qu'avec n'importe qui. Moi, je me suis simplement dit, je me suis formaté, je suis entrepreneur, je serai entrepreneur. Et ce sera ça, ou ce sera un autre projet, ou ce sera un autre, de toutes les manières. Mais surtout, ce que je me disais, c'est, j'ai commencé mon projet entrepreneurial 3 ans avant de finir les études. Je me suis dit, tu as un objectif, c'est quand tu finis les études, tu es indépendant. Et parce que je veux cette vie d'entrepreneur, je veux cette vie, je veux cette liberté surtout. Moi, je suis entrepreneur pour les bons côtés financiers, de pouvoir gagner un peu plus de sous, la capacité de faire des projets qui me plaisent, etc. Mais surtout pour la liberté. Mais je me suis formaté dans ma tête sur la peur de rentrer dans le monde de l'entreprise. Alors que c'est pas si mal le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai mis de l'eau dans mon vin, je respecte beaucoup plus le monde de l'entreprise, il n'y a pas de problème. Mais je me suis mis le monde de l'entreprise comme si c'était un démon qu'il faut éviter et que je deviendrais l'humain le plus médiocre de la Terre à avoir un job. Et donc, je me suis mis là-dedans, je me suis dit, tu as 3 ans, tu dois te débrouiller pour faire des sous avec ton projet à toi. Et si jamais l'influence, entre guillemets, ma présence sur les réseaux sociaux n'aurait pas marché, j'aurais été un vidéographe, mais au moins indépendant. Je voulais cette indépendance. Et donc, je me suis dit, si tu vis ta vie, là, je vais dans le très loin. Il faut. Tu vis ta vie. J'avais envie de la vivre, j'ai envie de la vivre selon mes règles. Et je me suis dit, tu as 3 ans, soit tu vis ta vie selon tes règles, soit tu vas devoir obéir aux règles de quelqu'un d'autre. Et je me suis mis une pression de fou, et c'est ce que je me répétais à chaque fois. Et c'est là où je te disais, j'arrive plus trop à me concentrer autant. J'arrive plus trop à me concentrer autant parce qu'aujourd'hui, je l'ai atteint. J'ai plus cette peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est bon. Même si demain Instagram tombe, ok, je vais devenir un prestat vidéo, je vais aller filmer des mariages et je vais faire des sous, et c'est bon. Mais au moins, je suis libre. Donc, je sais que comme j'ai plus cette pression, cette peur, je bosse plus autant et aussi longtemps que plus jeune quand je suis étudiant. Donc, moi, un message que je ferais passer aux étudiants, peut-être qu'il y en a pour qui ça parlerait, parce que pour moi, ça m'a parlé. Si tu veux vraiment être entrepreneur, tu as une fenêtre de tir là, il faut la prendre. Sinon, ça va être très dur de sortir de l'employariat quand tu as 30, 35 ans, femme et enfant, ou homme et enfant, et que tu as des responsabilités, une maison à payer, un appart, ceci, cela. C'est un peu plus dur. C'est faisable, c'est totalement faisable. Il y a 1000 histoires d'entrepreneurs qui ont entrepris à 40 ans, il n'y a pas de souci. Mais la fenêtre de tir, elle est très bonne à prendre de 20 à 25. Donc, c'est ça que j'ai envie de leur dire. Moi, je me suis mis une pression de ouf. Et ce que je dis aux très jeunes, c'est que tu as la capacité de te louper plein de fois. Quelqu'un qui quitte un job à 40 ans, qui lance une boîte, puis ça se casse la gueule, puis une autre, puis ça se casse la gueule, on est à 12, 24 mois sans faire rentrer dessous. Si tu as femme et enfant, c'est un petit peu bizarre. Par contre, toi, si tu as 20 ans et que tu fais un projet, 2 projets, 3 projets, 4 projets, 5 projets qui se cassent la gueule, bah écoute, tu as encore le temps de faire 6, 7 ou 8. Et c'est pour ça que je dis que cette fenêtre de tir, elle est hyper importante. Donc, c'est rassurant de se dire que tu peux te casser la gueule, tu peux te tromper, Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pas arrêté de me tromper. Ça fait 7 ans que je fais des vidéos, ça fait 2 ans que vraiment, j'en vis vraiment de ces vidéos à moi, les miennes. Parce que j'ai testé plein de formats. Tu prends ma page YouTube, tu l'inverses, tu fais par ordre chronologique, tu vois que j'ai changé de format 50 fois. Chaque format, chaque entité, tu peux te dire que c'était des entreprises que j'ai lancées qui se sont cassées la gueule, tu vois. Et tu t'es jamais dit, ok, ça c'est tendance, ça marche, ou c'est vraiment toi ton intuition et toi ce que tu aimais? Moi c'est différent, j'ai jamais couru après la tendance. Moi j'ai jamais couru après la tendance. J'ai jamais posté un TikTok où je danse. J'ai jamais posté un TikTok où il y a de la musique. Alors que c'est l'ADN de la plateforme, tu vois. Donc non, j'ai toujours été entrepreneur là-dessus où je me suis dit, je ne dois pas être à la merci d'Internet. Je ne dois pas être à la merci du format tendance des réseaux sociaux actuellement. Je veux que ma vidéo en 2019, elle soit consommable, en 2023, elle soit consommable. Et oui. C'est important. Pareil, ton produit,
ton produit, s'il est consommable seulement aujourd'hui, il faut savoir que dans quelques années, tu risques de te casser la figure. Je te donne un super exemple. Un entrepreneur ami à moi que j'adore et qui a réussi à shifter son entreprise parce que son entreprise était une si belle opportunité à un moment, mais seulement récemment, la politique a changé, c'est une question de politique, et il a dû s'adapter. C'est pas loin pendant le Covid, un ami m'appelle, tu peux venir faire une vidéo pour moi, je lance ma boîte de formation aux bonnes pratiques en trottinette électrique. C'est le moment où Lime venait d'arriver en France, tu vois. Toutes les trottinettes électriques venaient d'arriver. Et c'était un vrai sujet. Tu vois. Aux infos, on en parlait. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les gare? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va sur le trottoir? Est-ce que ça va là ou là? Lui, il a créé sa boîte. Il s'est fait agréger. Il a eu des certifications. Comme ça, il a pu donner des cours en entreprise. Ça allait dans les frais de formation. Et c'était une super belle boîte. Il a très vite embauché. Il a eu beaucoup de demandes. Super projet entrepreneurial. Mais en 2019, 2020, 2021, 2022. Aujourd'hui, on est en 2023. Il n'y a plus de trottinettes. C'est terminé. Et je ne l'ai pas vu depuis un moment, parce qu'on est entrepreneur, on bosse de ouf. Un jour, je l'ai recroisé. Je lui ai dit, alors comment ça va? T'as dû trouver un autre job? T'as dû faire quelque chose? Ah non, ça fait depuis 2 ans que j'ai... Il me répond. Ah non, ça fait depuis 2 ans, j'ai changé de business. Maintenant, on est beaucoup plus sur le vélo. On est sur les bonnes pratiques en vélo. Je suis un peu loin de son business. Je suis désolé, Quentin, si tu vois cette vidéo. Mais il est beaucoup plus sur le vélo et tous les moyens de locomotion de 5 km ou moins. Et il est toujours dans la formation, mais maintenant, il travaille avec les collectivités. En tout cas, de toutes les manières, il a su shifter quand il a senti que son produit n'était plus parfait. Si je le réadapte à moi, un jour, mon format vertical d'histoire, il ne plaira plus. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce que tu sauras t'adapter? Tu vois, je donne l'exemple des gens dans la création, parce que tu as plein de gens que tu vois sur YouTube, sur TikTok, péter 1 an, 2 ans, et quand l'algorithme change, leur format ne marche plus, ils ne savent pas changer. Tu vois, c'est pareil en entrepreneuriat. C'est pareil en entrepreneuriat. Et la concurrence, tu la vois comment? Il y en a plein qui font des vidéos. Toi, c'est un format très spécial. Le sport, en plus, il n'y en a pas non plus 150 000. Comment tu la vois? C'est bénéfique pour toi? Au sujet de la concurrence, moi, je suis dans un monde créatif où j'ai pas peur de me démarquer créativement. Je peux changer mon produit. Encore une fois, je veux que ce soit imagé pour les gens qui regardent ce podcast dans l'entrepreneuriat. Si tu peux changer ton produit pour qu'il reste unique, bien sûr, tu as un avantage. Mais par contre, il y a toujours un atout à simplement être le meilleur. Tu vois, être le meilleur ou proposer le meilleur service possible, proposer le meilleur produit possible. Tu n'as pas tout le temps besoin d'innover pour battre, mais simplement être extrêmement bon. Et dans le monde de l'entreprise, il y a énormément de sujets différents. Imaginons demain, je l'applique sur mon business à moi. Moi, mes vidéos, elles sont très bien. Moi, je suis très fier de mes vidéos. Et je pense qu'il n'y a pas trop de concurrents qui sont aussi bons que moi. Je suis assez à l'aise pour le dire. Mais imaginons demain, il y a 15 amis qui arrivent, qui sont aussi bons que moi. Et allez, ils sont moins chers que moi. Il se trouve qu'ils sont moins chers que moi, imaginons. Mais moi, je suis hyper à l'aise de dire, ok, leurs vidéos sont assez bien. Mais est-ce qu'ils gèrent le côté business aussi bien? Est-ce qu'ils savent préparer un tournage avec les gens aussi bien? Est-ce qu'ils sont aussi agréables Est-ce qu'ils sont aussi carrés sur la documentation? Est-ce qu'ils sont aussi à l'aise avec les personnes avec qui ils vont tourner? Est-ce qu'ils mettent à l'aise les gens? Il y a toutes les phases de business qui rentrent en compte. Et pour moi, en dehors même de ton produit, il y a l'expérience de ton collaborateur, de ton client qu'il faut vivre. Et ce que je dis à un entrepreneur, c'est ok, ton produit il est incroyable. S'il est incroyable, assure-toi aussi de tout le reste. Parce que les gens vont bosser avec toi parce que ça se passe bien avec toi. Ça m'a étonné énormément dans des boîtes de services. Simplement livrer à temps, pour certains mondes dans le service, c'est déjà un atout. Alors que pour moi, ça tombe sous le sens. On se donne une deadline, je la livre à temps. Mais quand tu sors de l'école, tu te rends compte que rendre un devoir à temps, à l'école, c'est normal, mais dans le monde du travail, des fois, ça arrive, les gens ne sont pas à temps. Déjà, juste le fait d'être à temps, juste le fait de bien répondre par mail, de répondre rapidement. Par exemple, un mec dans le monde de la vidéo qui démarre, son atout numéro 1, tous les vidéastes qui démarrent, ils disent « Avec moi, tu n'as qu'une personne avec qui parler, ce n'est pas une grosse agence où tu as 4 interlocuteurs, je ne sais pas quoi. » C'est normal, tu n'as pas beaucoup de clients, c'est normal, tu es tout seul. Et oui, en effet, c'est bien. Mais par contre, ce même vidéographe, il a ce client pendant 4 ans, il commence à devenir balèze, il commence à avoir plein de clients. D'un coup, tu ne l'as plus cet atout. Comment tu vas faire pour garder cet atout quand même quand tu grandis? Pareil, c'est facile. On va dans l'agroalimentaire.
Un petit artisan qui te fait la meilleure confiture de France, il peut te la vendre à 100 exemplaires par jour. Tu as une commande de 1000, est-ce que tu peux suivre ou pas? Tu vois? Est-ce que tu peux suivre ou pas? Et pour certains entrepreneurs, c'est pas intéressant de prendre le deal à 1000 si ta qualité de produit n'est pas est dégradée. Ouais, il faut connaître ses Il faut, capacités. faut connaître ses capacités. Et il faut connaître à quel point ton business doit être gigantesque. On est dans le monde des startups, grandir, expand, etc. Moi, je cours pas après la scale à haute échelle. Je te donne mon exemple. Dans mes vidéos, on m'a toujours dit, bah, Samy, tu connais, tu as un petit peu ta formule magique. Prends des jeunes, forme-les, et puis tu les envoies sur d'autres trucs de sport et tu peux couvrir 50 trucs en même temps. Ouais, mais je pense que mon produit sera 10% moins bien avec un tel, même si je les forme au max. C'est pas ta patte. Exactement, c'est pas ma patte. Donc je préfère dans cette forme de business ne pas scaler, et peut-être dans autre chose que je lancerai plus tard, je ferai le truc qui touchera le monde entier. Si t'as entre 18 et 25 ans, se lancer en entrepreneuriat, c'est très très dur, mais ça en vaut vraiment la chandelle. Si t'as entre 18 et 25 ans, se lancer en entrepreneuriat, c'est le meilleur moment pour toi de le faire. Tu es dans une fenêtre qui est optimale pour te lancer, et tu es surtout dans une fenêtre qui est optimale pour rater. Donc si jamais tu rates, c'est pas si grave, tu as le temps encore de te lancer. Et si jamais tu as soif de liberté, comme moi j'avais soif de liberté en me lançant, je pense que c'est le meilleur moyen de toucher cette liberté, c'est en se lançant en entrepreneuriat sur un projet qui te passionne, sur un projet qui te fait vraiment kiffer. Et ce que je te conseille pour que ce soit facile, étape par étape, si jamais tu as besoin d'avoir un job, il n'y a pas de problème à avoir un job et de bosser à côté. Il va falloir mettre de côté quelques moments de ta vie, peut-être un petit peu de vie sociale, peut-être un petit peu de vie familiale, mais avoir un job et bosser à côté, c'est faisable. Il y a 24 heures dans une journée. Donc je t'invite à y aller, je t'invite à commencer, rate le plus vite possible, parce que plus tu rates, plus tu seras proche d'un succès, quoi. Génial. Merci beaucoup, Samy. Merci à vous, hein, c'était cool de me recevoir.